Je vous souhaite la bienvenue sur la conférence d'aujourd'hui que l'on situe dans le cadre de la recherche Français Plus, que j'ai eu le plaisir de vous présenter déjà il y a quelques semaines. Et nous avons la chance d'avoir André Tricot avec nous aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a un petit micro qui reste. Et qui participe à la recherche Français Plus et qui participe à de nombreuses recherches et qui nous fait l'honneur d'être sur la zone Amérique du Nord AEFE pour pouvoir présenter les derniers apports, les derniers travaux de la recherche dans le cadre du travail qu'il a mené avec le CNESCO. Alors, bonjour André. Vous êtes professeur de psychologie à l'université Paul Valéry à Montpellier 3. Vous travaillez pour le laboratoire Epsilon, dynamique des capacités humaines et des conduites de santé. Donc, je pense que vous nous expliquerez pendant votre conférence en quoi cela consiste précisément. Vous êtes vraiment très connu et nous avons beaucoup de chance de vous avoir et notamment vous avez des travaux qui ont vraiment marqué la recherche en 2003 avec trois mots-clés qui sont la référence encore aujourd'hui pour questionner l'enseignement assisté par ordinateur, et ces trois mots-clés sont utilité, utilisabilité et acceptabilité. Donc, je crois que c'est un point sur lequel vous nous apporterez aussi quelques éclairages pour qu'on puisse mieux comprendre aussi ces mots-clés. Et vous êtes expert auprès de l'OCDE, de la Commission européenne. Vous travaillez aussi pour le Centre national d'études des systèmes scolaires. Et votre dernière publication s'intitule « Quelles fonctions pédagogiques bénéficient des apports du numérique ?» Donc, ça correspond très bien à notre problématique d'actualité, évidemment, avec la crise sanitaire. Et nous allons vous écouter attentivement sur ce sujet d'actualité. Je précise que à la suite de votre présentation, il y aura un temps de questions-réponses. Tous les participants, je vous invite peut-être à poser vos questions déjà dans la conversation. Et on a avec nous Johan Vigne, EMCP2 EPS, mais qui a aussi un volet numérique important et qui copilote le laboratoire du numérique avec Olivier Monteil, le responsable de la section française à l'École internationale de la Silicon Valley, qui pourront relayer les questions, qui pourront aussi nous présenter qu'est-ce que c'est le laboratoire du numérique sur la zone Amérique du Nord AEFE. Donc, André, je vous laisse la parole. Je vais vous mettre en évidence pour que tout le monde vous voit bien. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil et pour ces gentils mots. Je vais vous présenter une synthèse, effectivement, qui a été rédigée récemment, où on m'a demandé de faire un état des connaissances sur les apports des outils numériques dans le domaine des apprentissages. Et donc, j'ai passé quasiment une année, l'année 2019, à lire à peu près tout ce que je trouvais sur le sujet. Et c'est donc cette synthèse que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, quand je parle de numérique, c'est un terme pratique pour en fait parler des technologies de la mémoire et de la communication, c'est-à-dire toutes ces technologies que les humains utilisent pour stocker leurs connaissances et pour partager leurs connaissances. C'est bien entendu la période que nous vivons, la période de l'ordinateur et Internet, une période qui fait suite à beaucoup d'autres, et chacune des grandes étapes du développement de ces technologies a profondément influencé les humains, leur culture, la façon dont ils échangent, la façon dont ils partagent, et aussi la façon dont ils gardent mémoire de leur passé. Quand on s'intéresse à ces technologies-là, on est à chaque fois aussi impressionné par le fait que chaque nouvelle techno apporte un bouleversement potentiel au niveau des apprentissages. Par exemple, je ne sais pas si vous devinez qui a pu dire une phrase comme ça, c'est Thomas Edison en 1913. Avec l'invention du cinéma, il était persuadé, et d'autres avec lui, il y a un siècle donc, ou un peu plus,
que l'arrivée du cinéma allait complètement, donc une nouvelle technologie de la mémoire et de la communication, allait complètement bouleverser la façon dont on enseigne et allait bien entendu éliminer les technos de la génération précédente. Et bien entendu, Thomas Edison avait tort sur ce point. Et finalement, l'angle qu'on a pris avec les collègues qui travaillent sur le même thème que moi, c'est de dire, mais avec les outils numériques, avec la révolution que nous sommes en train de vivre, qui est une révolution extrêmement importante, qui a commencé il y a 50 ou 60 ans, est-ce qu'il n'y a pas vis-à-vis de l'école le même risque? C'est-à-dire qu'on imagine une révolution profonde de l'enseignement et de l'apprentissage, alors que peut-être elle n'est pas si profonde que ça. En gros, on essaie d'exercer notre pouvoir de douter. Bien entendu, l'histoire des technologies de l'information et de la communication, pardon, la mémoire et de la communication appliquées à l'enseignement, c'est une histoire ancienne. Et là, je vous ai mis une copie d'un document qui a un peu plus de 4000 ans, dans lequel on trouve des exercices de maths avec leurs corrigés. Et quand on parle aujourd'hui de l'intérêt d'étudier des problèmes résolus, sans doute que l'étude des problèmes résolus est une histoire qui a un peu plus de 4000 ans. Donc aujourd'hui, bien entendu, le numérique a envahi nos vies. La majorité des jeunes et des moins jeunes des pays riches utilisent plusieurs fois par semaine des outils qui, pour certains, n'existaient pas il y a 15 ans. Et c'est sans doute assez unique dans l'histoire de l'humanité de voir que dans un laps de temps aussi court, des technologies ont à ce point envahi notre quotidien. Les impacts sont très importants. Bien entendu, vous en connaissez beaucoup. J'en cite un qui personnellement m'avait beaucoup impressionné. 2 études aux États-Unis sur des Américains moyens adultes sur les pratiques de lecture. 2 études conduites à 40 ans d'intervalle. Un Américain moyen, au début des 70, il passe à peu près 1 heure, 3 quarts par jour à lire. Au début des années 2010, il passe 4h30 par jour à lire. Si vous rapportez ça à l'invention de l'écriture, hein, c'est-à-dire qu'entre l'invention de l'écriture et 1970, on est passé de 0 à 1h46, et entre 1970 et 2010, on est passé de 1h46 à 4h30. Donc quand on parle de bouleversement, on parle effectivement d'un bouleversement. La période que nous sommes en train de vivre et modifie très profondément notre rapport à l'écrit, par exemple. Pour le dire autrement, l'intuition qu'avaient eue Umberto Eco et Jean-Claude Carrière, vous savez, sur Internet et le triomphe de l'écrit, eh ben, ils avaient parfaitement raison. C'est exactement ce qui s'est passé. La télévision a été un triomphe de l'image et Internet et le web ont été un triomphe de l'écrit. Ce qui est préoccupant dans ce domaine-là, c'est que le numérique en éducation fait l'objet de beaucoup de slogans, d'affirmations qui sont souvent reprises par nous, les cadres, par des journalistes, par des chercheurs, par des formateurs, par des enseignants, et certaines affirmations que nous ne prenons pas la peine de vérifier. Qu'on admet communément, comme les écrans détériorent la lecture, ou il faut enseigner le code, et des choses comme ça. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'examiner quelques-uns de ces mythes. Et finalement, c'est en examinant ces mythes et ces affirmations parfois un petit peu rapides que, je crois, on identifiait mieux les vraies plus-values du numérique, les plus-values attestées empiriquement du numérique pour l'apprentissage. Donc, par exemple, l'affirmation selon laquelle les élèves préfèrent travailler avec des outils modernes, tandis que les enseignants sont accrochés à leurs vieux outils. Quand on regarde les recherches empiriques sur ce sujet-là, on constate que du côté des élèves, oui, les perceptions sont positives, mais que ces perceptions, elles sont typiques du paradoxe préférence-performance, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un élève préfère le support A qu'il apprend mieux avec le support A. Un élève peut tout à fait préférer le support A par rapport au support B,
et apprendre beaucoup mieux avec le support B qu'avec le support A. Hein. Donc, les préférences des élèves pour tel et tel support d'apprentissage ne sont absolument pas prédictrices de la qualité de ce support pour l'apprentissage. C'est ce paradoxe qui est bien connu. Et chez les enseignants, toutes les enquêtes faites auprès des enseignants montrent que la population des enseignants vis-à-vis du numérique est surtout une population extrêmement hétérogène. Il est absolument impossible de faire un procès, n'importe quoi, un portrait de l'enseignant typique vis-à-vis du numérique. Les enseignants se répartissent sur un éventail extrêmement large d'attitudes très positives et d'attitudes très négatives, avec une immense majorité d'enseignants qui sont ni positifs ni négatifs vis-à-vis du numérique, mais ça dépend pourquoi faire, bien entendu. Sur l'autre affirmation qu'on trouve fréquemment, hein, les écrans détériorent la lecture. Quand on regarde la littérature actuelle, il y a une très très jolie méta-analyse de toute la littérature sur le sujet qui est parue il y a un an et qui confirme qu'effectivement, encore aujourd'hui, la lecture sur écran est de moins bonne qualité que la lecture sur papier, mais quand il y a pression temporelle, quand on laisse les lecteurs lire à leur rythme, sur écran, ils lisent moins vite que sur papier et en lisant moins vite, ils arrivent au même niveau de compréhension. Et l'étude que j'évoque est aussi très intéressante parce qu'elle montre que si je m'intéresse au texte narratif, par exemple, lire un écran sur un roman sur une liseuse ou un bon vieux roman papier, il n'y a pas de différence avec les textes narratifs. En revanche, avec les textes informatifs, les textes journalistiques, on trouve de fortes différences. Peut-être, c'est l'hypothèse des chercheurs, que les personnes qui, comme moi, ont pris l'habitude de lire des journaux sur écran, ont développé des pratiques de lecture beaucoup plus rapides et beaucoup plus superficielles. On passe moins de temps sur les articles et on a une lecture donc beaucoup plus superficielle que les personnes qui sont encore attachées à leur journal papier et qui peut-être consacrent plus de temps à la lecture et ont une lecture plus approfondie. En tout cas, il y a bien des différences dans la détérioration de la lecture qui dépendent des genres de textes. Ce qui fait consensus, c'est que la lecture numérique, la lecture sur support numérique est plus exigeante. Elle implique le développement de nouvelles compétences que nous devons enseigner. Ce n'est pas parce que des enfants ou des adolescents lisent tous les jours sur écran qu'ils savent lire ces textes-là. Et cette idée que la pratique de la lecture numérique ne suffit pas pour apprendre la lecture numérique est sans doute un des points qui fait le plus consensus à l'heure actuelle. Les affirmations sur il faut enseigner le code, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement fort comme point de vue en ce moment. Quand on regarde l'évolution des politiques éducatives partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, c'est quelque chose qui a été pris très, très au sérieux. Après une première vague des années 1980, c'est le cas aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment dire, sur la base de travaux empiriques, si c'est utile pour former tous les élèves et tous les futurs citoyens, ou si c'est utile à certains d'entre eux, selon leur choix d'orientation professionnelle, par exemple. Et on ne sait pas non plus si c'est un moyen d'apprendre dans d'autres disciplines, hein, si on pourrait, en apprenant à programmer, développer des compétences générales dans le domaine du raisonnement, par exemple. On ne sait pas répondre à ces questions aujourd'hui. Et j'ai une thèse et un gros projet de recherche sur ce sujet en ce moment. C'est pour dire que c'est des questions que je trouve extrêmement intéressantes, et notamment parce qu'on ne sait pas y répondre. Sur le fait que l'intelligence va révolutionner l'enseignement, c'est un point qui a été souligné dans les états généraux du numérique, hein, qui vient d'avoir lieu début novembre dans notre système éducatif français. En fait, c'est difficile à dire aujourd'hui.
40 ans d'histoire de l'intelligence artificielle en enseignement montrent de belles réussites dans les laboratoires, mais quand on essaye de sortir des laboratoires et d'aller dans les écoles, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué et que peut-être que les grandes réalisations de l'intelligence artificielle dans le domaine sont compatibles avec les apprentissages des élèves dans des conditions qui n'ont pas grand-chose à voir avec les salles de classe. Et les progrès aussi faits dans l'analyse des données, notamment l'analyse des grands corpus de données, a un potentiel sans doute intéressant, mais qui, encore une fois, n'a pas apporté de preuves empiriques aujourd'hui d'une plus-value qui serait indiscutable. Sur l'apprentissage à distance, ben, on est en plein dedans avec la période que nous sommes en train de vivre, mais là aussi, 40 ans de recherche sur l'apprentissage à distance et l'enseignement à distance montrent que ce sont souvent les formes mixtes qui associent la distance et la présence qui donnent les meilleurs résultats en termes d'apprentissage. Et que si on prend les choses tâche par tâche, donc il faut lire ce tableau en disant, voilà, une tâche de l'élève, c'est écouter un cours, ou une tâche élève, c'est lire un texte ou étudier un document, ou je ne sais pas, une tâche élève, c'est faire des exercices. On peut voir aisément ce qui est crucial pour chaque tâche dans l'activité quand elle est réalisée en classe. Et ça peut nous permettre de bien identifier ce à quoi il faut être attentif quand on passe à distance. Et on voit que beaucoup de tâches, comme écouter un cours, lire un texte, que sais-je, j'ai fait la liste ici, présentent des exigences quand on la réalise à distance qui sont beaucoup moins fortes que quand on les réalise en présence, notamment beaucoup d'exigences de planification, beaucoup d'exigences d'explicitation et souvent beaucoup de difficultés sur la prise d'information sur ce que les élèves sont en train de faire et l'ajustement de ce que je suis en train de faire en fonction de ce que les élèves sont en train de faire, de réussir ou de réussir un peu moins. Je reviendrai, si vous voulez, point par point sur ce tableau, mais dans un premier temps, je voudrais faire un panorama un petit peu général. On apprend mieux en jouant grâce au numérique et aussi une affirmation qu'on a entendue beaucoup. Les travaux dans le domaine, il y a des dizaines de milliers de publications sur ce sujet-là, montrent des effets positifs, mais en moyenne faibles. Les gains obtenus, les gains d'apprentissage sont vraiment modestes. Et peut-être que la modestie des résultats obtenus actuellement n'est pas inhérente au jeu, mais plutôt inhérente à la difficulté qu'il y a à concevoir des jeux pour apprendre. Concevoir un jeu qui permet à la fois de jouer et d'apprendre des connaissances scolaires est extrêmement exigeant parce qu'il faut réussir un bon scénario pédagogique et un bon jeu et rendre les deux compatibles. Et peut-être que, encore une fois, les résultats modestes obtenus aujourd'hui viennent juste de l'exigence de cette activité de conception. Si vous comparez les budgets des grandes entreprises qui font des jeux vidéo avec les budgets qu'on a, nous, quand on développe des jeux pour apprendre, le rapport, il est de 1 à 100. Ça veut dire que sans doute que les investissements dans le domaine ne sont pas à la hauteur si on espère avoir des effets positifs dans ce domaine-là. Sur le numérique qui favoriserait les apprentissages en autonomie, là, les recherches sont assez claires sur le fait que, ben non, en fait, c'est même plutôt l'inverse. Ce sont les élèves autonomes qui s'en sortent avec les outils numériques, mais la plupart du temps, les outils numériques sont plus exigeants en termes d'autonomie que les autres. Et on a sans doute besoin de prendre en compte encore plus les compétences d'autonomie des élèves et de fournir des dispositifs de guidage, d'explicitation beaucoup plus précis avec les environnements numériques que ce qu'on fait
en classe. Est-ce que le numérique permet un apprentissage plus actif? Oui, mais si il implique un traitement qui est plus profond, c'est-à-dire s'il amène les élèves à se poser des questions, s'il amène les élèves à réfléchir, s'il amène les élèves à faire des hypothèses, mais c'est seulement dans cette acception-là que le numérique permet un apprentissage plus actif. Sinon, le fait de mettre un élève en activité, en interactivité avec un système, en soi, ça ne présente pas de bénéfice pour l'apprentissage. Ce qui compte, c'est l'interaction profonde avec les contenus, le questionnement qu'on peut se poser sur les contenus à apprendre. Sur les vidéos et les informations dynamiques, les animations, etc., il y a des travaux qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent un oui massif et absolument indiscutable dans le domaine de l'apprentissage de savoir-faire et notamment de savoir-faire gestuel. On apprend un geste, par exemple, quand on forme des étudiants en médecine, et pour comprendre un processus dynamique en sciences, par exemple, comprendre un phénomène complexe et dynamique, mais concevoir des vidéos ou des animations pour favoriser l'apprentissage, ça ne se fait pas tout seul, c'est extrêmement exigeant comme activité de conception, au risque de submerger l'élève d'informations, de lui donner une information qui est tellement dynamique que l'élève n'a pas le temps de percevoir les informations pertinentes au fur et à mesure qu'elles lui sont présentées. Sur l'évaluation des élèves et l'adaptation de l'enseignement, on a des effets positifs, mais essentiellement modestes. Ou pour le dire autrement, on a des effets positifs pour ce qui concerne les évaluations les plus simples et les plus sommaires, dans les domaines où on pose une question à l'élève, il existe une bonne réponse connue à l'avance, les autres réponses sont incorrectes. Donc, dans ces domaines bien définis ou fermés, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, il est possible de tirer un grand bénéfice de l'évaluation basée sur les outils numériques. En revanche, dans les domaines mal définis, c'est-à-dire qu'il n'existe pas une bonne réponse, mais plein de réponses différentes, ou je ne sais pas, dans l'activité de rédaction de texte, par exemple, les apports du numérique à l'évaluation sont beaucoup plus difficiles à trouver, ou en tout cas beaucoup plus modestes. C'est bien l'évaluation pertinente qui informe les élèves sur la nature de la difficulté qu'ils rencontrent, qui les aide à mieux faire la prochaine fois. C'est bien ce type d'évaluation qui est le moteur des apprentissages, et réaliser cette évaluation pertinente, explicative, formative, c'est parfois difficile avec les outils numériques. Sur les élèves à besoins particuliers, oui, c'est sans doute un des domaines dans lesquels on a les résultats les plus intéressants, les plus anciens, les plus directs. Et c'est toujours un crève-cœur de voir que c'est un domaine de la recherche, un domaine du développement dans les entreprises qui fabriquent des outils qui est absolument négligé quand on regarde, quand on le compare à tous les autres outils qui sont développés ou toutes les autres recherches qui sont mises en œuvre. Et c'est absolument un crève-cœur de voir ce décalage entre les plus-values obtenues dans ce domaine et les faibles investissements, notamment en recherche. Est-ce que les élèves de la nouvelle génération savent utiliser les outils numériques? Vous savez que c'est basé sur ce fameux mythe des digital natives, là, après l'article de 2001. Il y a une grande confusion qu'on fait entre l'utilisation du mot numérique comme un terme général, savoir utiliser un ordinateur, savoir utiliser une tablette, et ce qui se passe dans les apprentissages, qui est qu'en fait, on n'utilise pas un ordinateur ou une tablette, on utilise l'application qui est sur l'ordinateur ou l'application qui est sur une tablette. Et vous le savez mieux que personne, si vous avez un élève qui utilise un ordinateur depuis sa naissance, mais qui n'a jamais utilisé de logiciel de traitement de texte, par exemple, la première fois que vous lui montrez un logiciel de traitement de texte,
Bien entendu, il n'aura pas peur du logiciel de traitement de texte, mais il va en faire une utilisation qui est la plupart du temps extrêmement pauvre. Et donc, il y a une grande confusion entre le fait d'être à l'aise pour utiliser un outil au sens physique et l'utilisation à des fins d'apprentissage des applications qui se trouvent sur ces outils. L'idée que le numérique, c'est moins cher, mais c'est moins bien, c'est aussi sans doute quelque chose d'un peu trop approximatif. Il y a des coûts qui baissent, bien entendu, mais c'est pas le cas partout et parfois, à force de baisser les coûts, on utilise des solutions qui sont bien moins bonnes que ce qu'on voulait viser au départ. Et j'ai passé une grande partie de ma vie à la fin des années 1990, dans les années 2000, à répondre à des entreprises qui venaient de perdre plusieurs millions d'euros en investissant dans le e-learning et qui venaient de me demander en disant mais Monsieur Tricot, pourquoi ça ne marche pas ce qu'on a fait mais c'est parce qu'il y avait un investissement naïf dans des outils qui ne comprenaient pas que ce qui est central, c'est la pédagogie, ce qui est central, c'est l'ingénierie de formation, et que les outils en soi ne sont pas des solutions de formation, ce sont des outils au service de stratégies de formation, mais en soi, les outils n'apportent rien tant qu'ils ne sont pas au service de notre enseignement ou de nos stratégies de formation. Enfin, pour finir ce tour d'horizon, l'idée que le numérique va modifier le statut des savoirs permettant aux élèves d'accéder par eux-mêmes aux connaissances qu'ils souhaitent apprendre au moment où ils ont à l'apprendre est sans doute un mythe. Je crois que le numérique illustre très bien la différence qu'il y a entre accéder à un support aisément et enseigner. Ce n'est pas parce que le théorème de Thalès est accessible en 3 clics sur Wikipédia que des élèves vont aller tout seuls chercher le théorème de Thalès et vont surtout comprendre, une fois qu'ils auront trouvé cette page, les explications fournies sur cette page. Le génie du métier des enseignants, ce n'est pas de donner accès à des connaissances, c'est d'enseigner. Et à commencer par essayer de construire le sens qu'il y a à apprendre le théorème de Thalès. Et construire le sens qu'il y a à apprendre le théorème de Thalès, c'est sans doute une des choses les plus exigeantes au monde. Et c'est bien de le rappeler que c'est pour ça que le métier d'enseignant est le métier le plus important du monde et le métier le mieux payé au monde, tellement c'est difficile à faire. Je crois même qu'on peut dire aujourd'hui que le numérique rend encore plus nécessaire l'école qu'hier. Il y a de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances à apprendre. Et quand on voit, par exemple, la difficulté à construire des connaissances solides, adultes ou enfants, par exemple, à propos de l'épidémie que nous sommes en train de vivre, on voit que l'éducation à l'information, par exemple, a une importance vitale aujourd'hui. Et cette importance, elle vient bien du fait que la libération de l'accès à l'information, la disparition du contrôle et de la qualité éditoriale qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable d'écrire n'importe quoi sur n'importe quel sujet et de se faire lire par n'importe quel enfant ou adolescent, fait que les missions de l'école sont beaucoup plus importantes qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'étais élève, ça ne se voit peut-être pas, mais j'étais élève au XXe siècle et pas au XIXe siècle. Et au XXe siècle, quand j'étais élève pendant les années de collège, mes lectures, c'est d'autres personnes qui les choisissaient pour moi. Tout était soigneusement contrôlé, tout était soigneusement dosé et je n'avais pas du tout accès à la quantité et à la médiocrité de l'information auxquelles les enfants qui ont 12 ans aujourd'hui
ont accès. Une autre chose qui fait consensus, c'est que si on veut comprendre les plus-values du numérique, il faut s'intéresser aux plus-values par discipline. Les apports du numérique en algèbre n'ont à peu près rien à voir avec les apports du numérique en EPS. Et ce qui se passe en EPS en ce moment est absolument fascinant. L'utilisation de la vidéo en EPS, la possibilité de montrer à un élève, je sais pas, la course d'élan qu'il vient de prendre sur tel saut en hauteur et d'analyser avec lui ce qu'il vient de faire n'a absolument rien à voir avec la façon dont on utilise les outils numériques dans les autres disciplines. Et ce qu'on fait en algèbre avec la calculatrice n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans les autres disciplines. En langue vivante, les choses fabuleuses qu'on fait avec les lecteurs MP3 et dans les, par exemple, les activités de recherche sur Internet pour trouver d'autres personnes avec qui échanger, n'ont à peu près rien à voir avec ce qu'on fait dans d'autres disciplines. Et donc, se construire une idée des plus-values du numérique, c'est sans doute une entrée par les disciplines scolaires qui nous permet de voir où sont les grandes plus-values. Une autre façon de voir les plus-values, c'est les fonctions pédagogiques. Par exemple, et c'est ça la synthèse que j'ai rédigée récemment, si on s'intéresse à la fonction présenter de l'information, présenter quelque chose qu'on ne savait pas présenter avant, rechercher de l'information, s'entraîner, apprendre à distance, expérimenter, produire un texte à plusieurs, les effets mesurés à l'heure actuelle sont plutôt positifs. Là, on a une liste de fonctions pédagogiques sur lesquelles, quand on compare la réalisation de cette fonction pédagogique avec un outil numérique ou sans outil numérique, on obtient généralement des résultats qui sont en faveur de la condition avec outil numérique. Donc, il y a un ensemble de fonctions qui permettent de constater les plus-values du numérique. Mais il y a aussi d'autres fonctions dans lesquelles les effets mesurés sont actuellement plutôt limités. Il y a des fonctions où on ne sait pas encore. Pour l'instant, on n'a rien, mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on n'aura rien. C'est en l'état actuel des connaissances. Et il y a aussi des fonctions pédagogiques pour lesquelles, en l'état actuel, on a des effets mesurés qui sont plutôt négatifs. Donc, comprendre les plus-values du numérique, ben voilà, il y a une entrée par les disciplines qui permettent vraiment de dessiner des paysages différents. Je n'ai pas souligné l'exemple de la géographie qui est en train d'être profondément bouleversée par le numérique et l'objet même, la discipline même de la géographie est en train d'être modifiée. Je sais pas, l'utilisation de cartes dynamiques, par exemple, a un effet très, très profond. La deuxième entrée, c'est les fonctions pédagogiques qui permettent, avec ces deux tableaux que je viens de vous présenter, de voir que selon ce qu'on fait faire à l'outil, selon au service de quoi on utilise l'outil, on obtient des effets différents. Pour aller doucement vers la fin, il y a aussi cette idée que pour qu'un outil efficace trouve sa place dans les salles de classe, il faut qu'il soit efficace, qu'il soit utile, bien entendu, mais il faut aussi qu'il soit perçu comme efficace. Il faut qu'il soit objectivement efficace, mais il faut qu'il soit aussi subjectivement efficace. Que les gens, subjectivement, disent « Ah oui, ça marche bien, ça apporte quelque chose ». Il y a un deuxième critère, c'est l'utilisabilité. Il faut que les outils soient faciles à utiliser. Si je passe plus de temps à apprendre à utiliser cet outil ou s'il plante tout le temps, il ne va pas rentrer dans les salles de classe. Et pareil, l'utilisabilité, il faut être objectivement utilisable et aussi subjectivement. Il faut qu'il soit perçu comme facile à utiliser. Et quand ces conditions sont remplies, alors on a de l'acceptabilité, une intention d'usage, sous réserve que l'outil qui a été développé soit compatible avec les contraintes d'espace, comment est organisée la classe, des contraintes de temps,
comment sont organisées, comment sont découpées les activités dans le temps, avec les contraintes de tâches, quelles activités sont mises en œuvre en classe, et enfin, bien entendu, avec les contraintes techniques, quels outils sont disponibles en classe. Et un très bon outil, je me rappelle, j'avais expertisé une fois pour une entreprise qui développait des très bons outils dans le domaine de la rééducation, qui travaillait essentiellement pour des psychomotriciens et des orthophonistes, qui développaient de très bons outils pour des séances avec un adulte et un enfant, des séances de 30 à 40 minutes. Mais ce même outil, si vous le mettez en classe avec un adulte et 30 enfants, et que vous êtes sur des activités dont l'unité temporelle est autour de 15 à 20 minutes, eh ben, cet outil, il perd complètement de sa pertinence. Vous voyez, il peut être très pertinent et efficace dans un contexte qui est organisé d'une certaine manière avec une certaine temporalité et perdre complètement de son efficacité dans un autre contexte. C'est pour ça que ces idées ces critères d'utilité, d'utilisabilité et d'acceptabilité doivent absolument être pris en compte. Et quand on prouve l'utilité d'une application numérique, on n'a fait qu'un bout du chemin, il y a encore tout ça à faire. Et c'est pour ça, sans doute, que les démarches de conception participative sont tellement efficaces. C'est quand les enseignants participent à la conception, c'est-à-dire qu'on rentre dès le début de la conception les critères d'acceptabilité et d'utilisabilité, qu'on est vraiment au service des tâches qui sont réalisées en classe en tenant compte des contraintes spatiales et temporelles dans les classes, qu'on a une chance de réussir. Donc voilà, pour conclure, ou pour résumer, j'ai essayé de vous présenter quelques idées. Le numérique envahit nos vies, il facilite l'accès à des supports de connaissances et non pas aux connaissances elles-mêmes. Il enrichit magnifiquement ces supports. Il présente de nouvelles exigences qui font que sans doute que l'école a de nouvelles compétences à enseigner. Il ne modifie sans doute pas les tâches d'apprentissage. Lire un texte, ça reste lire un texte. Résoudre un problème de maths, ça reste résoudre un problème de maths. Et le fait de donner une calculatrice aux élèves ne change pas l'activité de résolution de problème, ça change l'activité de calcul. Il correspond à des outils différents dans des disciplines différentes. Et j'ai essayé d'argumenter le fait que l'entrée par les fonctions pédagogiques permet de mieux positionner les plus-values des différents outils numériques. Donc voilà, au pas de charge, cette synthèse que j'ai voulu vous présenter et que vous retrouvez dans ce petit ouvrage. Merci beaucoup, bravo pour cet exercice assez rapide. Alors, je vais juste mettre peut-être plus de monde. Alors, est-ce qu'il y aurait des premières questions? Alors, il faut peut-être qu'on quitte le mode affichage. Voilà, ce sera plus facile. Est-ce qu'on commence avec Johan et Olivier? Oui, si vous voulez. Moi, j'avais une première question. Si on essaye de relier un peu tout votre propos à la problématique de la formation, on est en plein dedans, hein, enfin, on est pas mal de formateurs connectés. On est toujours partagé entre l'entrée par l'outil, qui est souvent demandé par les collègues, mais qui nous semble à nous, formateurs, un peu une impasse, parce que des outils, il y en a tellement, voilà, ou l'entrée uniquement par le pédagogique. Voilà. Donc, votre position un peu sur quelle devrait être une problématique de formation et même de manière un tout petit peu plus générale, quand on s'adresse à un stage pluridisciplinaire, enfin une formation pluridisciplinaire sur le numérique, quelle forme ça devrait ou ça pourrait prendre pour être vraiment une plus-value pour les stagiaires? Alors, je n'ai pas de connaissances des recherches dans le domaine, je n'ai que mon expérience de formateur. Hein, donc là, je vais
alors que jusqu'à présent, je vous ai parlé de recherche dans le domaine. Là, je vais vous parler de ma pratique, hein, uniquement de ma pratique. Mais c'est vrai que à force de faire des formations dans ce domaine-là, j'ai trouvé que l'entrée par les fonctions pédagogiques, vraiment, elle fonctionnait bien. Et l'entrée par les fonctions pédagogiques, elle permet de parler d'outils. Mais elle permet de parler d'outils dans un second temps. C'est-à-dire que voilà, on va travailler dans ce stage sur telle et telle fonction pédagogique et d'abord bien comprendre cette fonction pédagogique. On la met en œuvre habituellement au service de quel apprentissage, avec quelles contraintes. Et une fois qu'on est clair là-dessus, alors on peut se demander, voilà, qu'est-ce qu'il existe comme outil, mais les outils, encore une fois, pas vus comme outils techniques, mais comme outils au service du scénario qui permet de mettre en œuvre cet apprentissage. Et à ce moment-là, on peut dire, ah oui, alors là, pour ce truc, tel outil, il présente tel avantage. Celui-là, il est sympa, mais ça prend des plombs de le prendre en main, etc. Et vraiment, moi, au bout de quelques temps, maintenant, voilà, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Cette entrée qui permet de parler des outils en mettant bien les outils à leur place. C'est vraiment au service de scénarios pédagogiques et de fonctions pédagogiques. D'accord, merci. Et donc, selon vous, alors, ça, moi, je l'envisage parfaitement dans des stages finalement disciplinaires. Enfin, moi, à la base, je suis formateur, je suis professeur d'EPS et formateur en EPS, donc voilà, je le vois, en maths, en français, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a parfois des stages à l'intitulé, voilà, le numérique, voilà, et on a à la fois des profs des écoles, des profs d'EPS, des profs de maths. On a eu, nous, à le faire dans notre établissement avec le formateur de SES et de maths, et on s'est retrouvés assez démunis parce que voilà, qu'est-ce qu'on propose pour sortir pour essayer d'avancer sur le numérique qui traverse toutes les disciplines, voilà, et ce genre de formation, moi, je les trouve compliquées à animer, voilà. Moi, les formations transversales sur le numérique, moi, les dernières que j'ai faites, c'était plus que des formations de formateurs. Sinon, je ne peux pas, moi, avoir des enseignants de 50 disciplines différentes pour un stage sur le numérique. En formation de formateur, donc, puisque sur l'Académie de Toulouse, j'ai beaucoup travaillé avec le groupe des formateurs numériques. Et là, mettre ensemble les disciplines pour former les formateurs, là, ça marche très bien. Et par exemple, de dire, bah, vous voyez comment le formateur de PS, ce qu'il fait, c'est absolument extraordinaire avec sa capture, machin, etc. Mais vous voyez que lui, ce qu'il va faire dans ses stages, ça n'a rien à voir avec ce que vont faire d'autres enseignants, etc. À part peut-être tel professeur de lettres qui fait du théâtre avec ses élèves. Et en théâtre, l'autoscopie, ça peut être aussi utilisé. Et là, on va trouver des petits points communs, mais extrêmement ponctuels. Et sinon, l'autre sujet, ben, c'est les compétences transversales. Donc, je sais pas. Comment former les élèves à l'évaluation de la fiabilité de l'information, ça, c'est valable dans tous les domaines. Mais pour moi, ça, ce n'est pas tellement du numérique, c'est une conséquence du numérique. Mais l'objet, ce n'est pas le numérique, c'est l'information. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Moi, j'en ai d'autres des questions, si vous voulez, mais il y a peut-être d'autres personnes. Olivier, qui va peut-être… Oui, moi j'en aurais une qui concernerait le temps d'écran. Et on a beaucoup de questions des parents, notamment en ce moment avec notre contexte de travail et d'enseignement, sur toutes ces inquiétudes sur nos élèves passent trop de temps sur les écrans. Et des fois, la réponse qu'on entend, c'est tout dépend justement de ce qu'ils font sur ces écrans. Et est-ce qu'il y a une différence entre le temps qu'ils passent à lire sur un écran ou à interagir avec quelqu'un d'autre ou à communiquer sur Zoom comme on fait nous maintenant, et quel est l'impact sur la santé physique ou même mentale de nos élèves? Est-ce que vous auriez des éléments de réponse là-dessus? Alors, c'est une question très, très difficile. Donc, effectivement, ça dépend d'abord de ce qu'on fait et ça dépend des contenus aussi. Parce qu'il peut y avoir des contenus violents, par exemple, qui ont un effet sur les enfants, notamment un effet de désensibilisation qui est extrêmement préoccupant, de banalisation.
Ça ne rend pas les enfants plus violents, ça rend les enfants plus insensibles. Alors qu'un contenu non violent n'a pas cet effet. Donc, ça dépend de ce qu'on fait. Vous avez tout à fait raison. Et il faut aussi rentrer les contenus. Après, c'est compliqué parce qu'il y a sans doute là-dedans une sorte de piège. Je ne parle pas de la période que nous sommes en train de vivre, hein, qui est une période affreuse de ce point de vue-là, mais on va dire au cours des 10 ou 20 dernières années, hein, comment les écrans ont envahi notre vie. Ce qui est compliqué, c'est que pendant ce temps, la société a changé et notre rapport aux enfants a changé. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'est dans la ville où vous habitez, mais aujourd'hui, par exemple, c'est très compliqué pour un parent occidental moyen de laisser son enfant de 10 ans sortir seul en ville et revenir 3 heures après. Je ne parle pas de la période du confinement, hein, je parle bien entendu que quand moi j'avais 10 ans, c'était absolument pas gênant de laisser un enfant de 10 ans sortir pendant 3 heures et puis rentrer le soir à la maison. Les enfants avaient beaucoup plus de liberté. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins ça. Du coup, les enfants ont moins de liberté, ils sont plus à la maison. Et qu'est-ce qu'ils font à la maison? Ils ont des écrans. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout bouge en même temps. Vous voyez, c'est compliqué de dire aux enfants, tu es trop souvent sur les écrans, mais j'aimerais pas que tu sois dehors tout seul non plus. Alors, dehors, dans les activités encadrées, oui, mais dehors tout seul, non. Et c'est ça qui est un poil difficile, c'est que, voilà, et bien entendu, pendant ce temps, et c'est aussi pour ça que des fois, ça embête les adultes, pendant ce temps, nous-mêmes, nous avons changé. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, j'imagine vous comme moi, on est les plus gros consommateurs d'écran. Hein. Par notre métier, on passe beaucoup plus de temps que le pire des enfants sur le temps à répondre à nos mails et puis à préparer nos cours, à faire des formations, etc. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on essaye de positionner ça par rapport à une situation antérieure, mais tout a absolument bougé en même temps. Et voilà, et juste de dire, c'est pas... Enfin, en acceptant le fait que tout a bougé en même temps, y compris nos pratiques éducatives de parents, y compris nos pratiques éducatives d'enseignants, c'est de dire oui, il y a des problèmes avec les enfants et les écrans, et ces problèmes-là sont liés aux activités et aux contenus, et qui sont aussi, et vous le savez, il y a aussi un marquage social fort. Hein, c'est que selon la famille dans laquelle vous grandissez, ce ne sont pas les mêmes écrans. Hein, si vous faites télévision, ordinateur portable, tablette, smartphone, donc si vous prenez ces 4 écrans, la répartition du temps passé sur ces 4 écrans c'est bourdieusien. Il y a un découpage sociologique de ces 4 types d'écrans très très fort, en tout cas en France. Et les contenus qu'on va voir sur chacun de ces 4 écrans est aussi très marqué socialement. Autrement dit, vous voyez, on ne se plaint pas pareil de votre enfant qui va regarder la télé que pour voir des œuvres théâtrales diffusées sur Arte ou pour aller voir de la télé-réalité qui détruit des milliers de cellules de cerveau à la seconde. Donc voilà, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Et dans la collection que je dirige sur mythes et réalité en éducation, un des prochains bouquins qui va sortir, c'est sur les enfants et les écrans, parce que c'est vraiment un sujet qui mérite notre attention et qui mérite autre chose que des réponses à l'emporte-pièce. Merci beaucoup. Pardon, j'ai été long pour vous répondre, pardon. J'ai une question. Bon, merci. Bon, merci encore pour votre intervention. Et j'aurais une question sur la concentration
Et la mémorisation des élèves par rapport aux écrans, je pense que ça, c'est une thématique assez récurrente. Mais de mon point de vue, ça incite à un découpage de la lecture, un découpage du temps. Et donc, effectivement, est-ce que c'est un marqueur social aussi? Ou quelle information vous pouvez nous donner par rapport à ça? Ouais, c'est une question énorme que vous posez parce que non, mais c'est très très important et c'est pour ça que je ne parle pas de technologie de l'information et de la communication, mais bien de technologie de la mémoire et de la communication. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous connaissez le fameux passage de Phèdre, hein, où Platon, il dit, enfin Socrate dit, ouais, mais c'est le bazar, l'invention de l'écriture. Les gens qui savent écrire deviennent feignants, parce qu'ils n'apprennent plus, ils prennent des notes. Et donc, au lieu d'avoir des connaissances dans la tête, ils ont des connaissances dans les livres, et les gens qui ont des connaissances dans les livres sont des abrutis. C'est en gros le propos de Socrate. Et c'est en fait très important, c'est que chaque technologie qui s'est développée délègue à des mémoires externes. Et donc, plus vous avez des mémoires externes, plus vous avez cette impression de perdre quelque chose. Et l'idée, ce serait plutôt qu'il faut se concevoir comme le couple que nous formons avec notre bibliothèque ou le couple que nous formons avec notre smartphone. Vous voyez, l'idée, c'est pas tellement, à la limite, c'est pas tellement grave de déléguer une partie à des mémoires externes à partir du moment où on sait les utiliser. Vous voyez, un autre exemple, il y a eu beaucoup de travaux sur l'écriture de SMS et qui montrent qu'avec les SMS, les enfants qui écrivent des SMS n'ont jamais autant écrit. De l'histoire de l'humanité, vous n'avez jamais trouvé des enfants qui ont écrit, etc., et qui ont développé des manières d'écrire qui sont spécifiques. Mais le truc qui est rigolo, c'est qu'en développant ces manières d'écrire qui sont spécifiques, vous ne trouvez pas de corrélation entre les gens qui écrivent beaucoup de SMS et les gens qui sont mauvais en orthographe. Il y a même une corrélation inverse, c'est-à-dire que plus les gens écrivent des SMS, meilleurs ils sont en orthographe. Parce que, bien entendu, ce n'est pas les enfants de n'importe quel milieu social qui écrivent beaucoup de SMS, etc. Donc, c'est ça, il faut bien dire, nous sommes, nous humains, des humains qui utilisons des mémoires externes. Et voilà, donc juste pour répondre de principe. Après, effectivement, et c'est ça qui est impressionnant, on peut faire deux paris. Soit on a le pari que des nouvelles formes de lecture et des nouvelles formes nouvelles façons de regarder les images va faire qu'on va développer des pratiques de plus en plus courtes et de plus en plus superficielles. Et ça va impacter toutes les zones de nos activités de lecture, de regarder des images, etc. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, qui pour l'instant tient largement, c'est qu'en fait, on développe des pratiques dans des zones spécifiques. Et donc, j'ai développé telle pratique dans la lecture de journaux, mais pas dans la lecture de romans. Et ma façon de lire des journaux n'a absolument pas impacté ma façon de lire des romans. Vous voyez, c'est un peu et c'est un peu l'erreur que fait, je ne sais pas, c'est une auteure américaine qui a eu un grand succès, là, vous savez, sur le Proust and the Squids. Je ne sais pas si vous avez vu ce bouquin. En gros, elle est partie de ces travaux qui montrent des pratiques de lecture de plus en plus superficielles en disant, mais du coup, ça rend les gens incapables de lire Proust. Mais en fait, c'est une erreur de raisonnement. Ce n'est pas parce que les gens passent peu de temps à examiner une liste de résultats sur Google. Par exemple, effectivement, la lecture sur une liste de résultats de Google, c'est extraordinairement superficiel, que ça va impacter la lecture de romans. Et donc là, j'aimerais bien être dans 10 ans pour voir comment ça va évoluer, parce que, vous voyez, moi, je suis incapable de dire, vous voyez, est-ce qu'on va préserver des zones ou est-ce qu'on va généraliser ça? Je n'en sais rien. Merci. Moi, j'aurais une question sur, là, avec la deuxième vague, enfin, deuxième, troisième, je ne sais plus où on en est, voilà, c'est mis, dans beaucoup d'établissements, c'est mis en place l'enseignement. Alors, je ne sais pas si l'adjectif est le bon, mais comodal, c'est-à-dire j'ai la moitié des élèves devant moi dans la classe et j'ai une autre moitié sur Teams. Je n'ai pas beaucoup de retours d'expérience là-dessus, si ce n'est que ça semble engendrer une fatigue importante pour les enseignants et le retour des enseignants et sur les aspects pédagogiques, alors, voilà, ça semble assez limité. Donc, j'aimerais connaître votre sentiment. Est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus, sur ces modalités d'enseignement, ou qu'est-ce que vous pourriez nous
conseiller, enfin, un conseil, c'est non, mais ces modalités. Non, mais les retours d'expérience sont pour l'instant massivement dans ce sens. Hein. C'est qu'il y a eu une première phase qui correspond à mars-avril, début avril dernier, qui était une phase où la plupart des enseignants étaient perdus. Et très vite, ils ont fait face, ils ont adapté des activités, mais ça demande un travail devant les élèves et un travail de préparation qui est beaucoup plus conséquent. Et c'est extrêmement fatigant. Et en fait, comment dire, mon sujet de recherche en ce moment, c'est la fatigue cognitive. Hein. C'est exactement ça, bon, le sujet sur lequel je m'intéresse. Et sans doute que on peut faire l'hypothèse qu'en classe, quand j'ai tous mes élèves en classe, si on enregistrait l'activité de quelqu'un qui passe 6 heures avec ses élèves, ou 5 heures, vous pourriez décrire son activité comme ça. Voilà. Il y a des temps forts et des temps faibles, et on gère les temps forts et les temps faibles pour maintenir un niveau d'attention et un niveau d'effort qui soit à la portée de chacun. Mais on ne peut pas être à fond tout le temps. Et en fait, en multipliant ces activités hybrides ou ces activités à distance, cette alternance de temps fort et de temps faible est sans doute quelque chose que nous avons beaucoup plus de mal à gérer. Enfin, si je prends l'exemple de l'intervention que je viens de faire devant vous, là, en 35 minutes, je suis sûr que si on avait été dans la même salle, je n'aurais pas fait ça pareil. Je n'aurais pas été à fond comme ça. Vous voyez, c'est évident que dans ma façon de présenter, j'ai des problèmes de rythme, vous voyez. Et si on avait été tous autour de la même table, j'aurais eu des informations sur vous et j'aurais fait ça. Et je crois que la fatigue cognitive, c'est contrairement à la fatigue physique, la fatigue cognitive, ça se récupère très vite. Mais c'est une alternance de temps fort et de temps faible. Et je crois vraiment que c'est le truc sur lequel on devrait être attentif. Donc, c'est un peu un grand écart très compliqué pour l'enseignant qui a à la fois 15 élèves devant lui et 15 sur Teams ou 15 sur Zoom aussi. Et à fond, quoi. Et du coup, il n'y a plus. C'est temps fort et c'est temps faible. Ouais. On peut peut-être préciser par rapport à ça que c'est un des sujets de groupe de travail dans Français Plus, Andréen, que vous connaissez bien, Stéphanie Roussel, qui travaille sur le sujet avec Nicolas Guillichon. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint ce projet, parce que c'est très exactement ce qui me semble intéressant à interroger, c'est que c'est pas... Ça change notre rapport au temps, et surtout, ça change notre rapport à l'attention. Et l'attention, ça a une dimension temporelle. Et je crois que c'est ça qui est hyper intéressant et préoccupant. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, à savoir, l'enseignement sera une affaire de rythme, comme la danse ou la musique? Ouais, mais toutes les activités humaines. Enfin, là, je vais vous embêter avec mes histoires de recherche, mais si vous voulez, si je repars sur l'activité lire un roman, quand vous lisez un roman, vous ne lisez pas un roman à fond tout le temps. En fait, dans votre activité de lecture, je peux vous montrer les travaux sur l'analyse des mouvements oculaires. Il y a des temps forts et des temps faibles. Les gens bougent et regardez la façon dont les grands cinéastes font des films de cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'un film de cinéma? C'est un truc où on ménage des temps forts et des temps faibles. Il y a des moments où on a besoin de toute l'attention du spectateur. Et si on veut avoir toute l'attention du spectateur à un moment, ça veut dire que juste avant et juste après, il y a eu un temps faible. Donc, je crois vraiment que je dis ça parce qu'il y a un modèle théorique récent qui est sorti et qui explique tout ça et qui a vraiment modifié la façon dont on conçoit notre attention aujourd'hui, qui est de dire, voilà, notre attention, on a un réservoir d'attention. Cette attention, elle se divise en plusieurs sous-activités élémentaires. Et en fait, si elle se divise de façon continue, au bout d'un moment, elle s'épuise. Et c'est ça qu'il faut gérer. Moi, j'avais peut-être une dernière question quand vous avez parlé du dispositif de guidage pour les élèves.
Concrètement, si on sort des disciplines, il y a des choses qui devraient être faites par toutes les disciplines. Moi, je parle de la citoyenneté numérique, voilà, et qui en même temps, alors si je provoque un peu, doit être fait par tout le monde. Donc le risque, c'est que ce soit fait par personne. Voilà. Non, mais si je fais une analogie avec le PS, par exemple, on dit voilà, les élèves et les spectateurs. Sauf que si je le forme jamais de spectateur, on ne naît pas spectateur. Et là, l'élève dans le numérique, on ne naît pas en étant citoyen numérique ou en sachant se servir d'un ordinateur. Donc, votre sentiment par rapport à nos élèves, voilà, comment est-ce qu'on n'accentue pas une fracture qui est déjà existante? Enfin, ça, c'est pas propre au numérique, c'est l'école en général. Mais c'est vrai, ces choses-là qui reposent sur les élèves, les épaules de tous les enseignants. Voilà. Ouais, mais c'est tout le… Parce que ce que vous êtes en train de dire, pour moi, c'est la meilleure définition qu'on peut donner de l'école. L'école, elle existe parce que grandir, ça ne suffit pas. Et l'école, elle existe parce que non seulement je dois grandir, mais je dois devenir un adulte un jour qui sera libre et responsable dans une société. Et tout le truc de l'école, c'est ça, c'est de dire je ne peux pas me permettre de laisser grandir des enfants qui, devenus adultes, ne seront ni libres ni responsables. Et ça, c'est la fonction de l'école. Et quand les sociétés évoluent, l'école doit évoluer pour former ces futurs adultes. Mais ce que vous dites, pour moi, c'est la définition même de l'école. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Après, c'est compliqué. J'ai été responsable en France de la rédaction des programmes du cycle 2. Donc, ça a été une aventure intéressante. Mais bien entendu, et encore, le cycle 2, c'est cool, hein, je veux dire, mais bien entendu, le problème quand on dit ça, c'est que chacun de nous voit les choses à l'aune de sa propre discipline. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Mais la mission de l'école, c'est bien de répondre à cet enjeu que grandir, ça ne suffit pas. On va prendre une dernière question. Yvan ? Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je ne dirais pas à mes enseignants que vous avez dit que le cycle 2, c'était facile. Non, c'est facile de faire les programmes du cycle 2 parce que les pressions disciplinaires sont beaucoup plus faciles que pour mon collègue qui a fait les programmes de cycle 4. Là, je peux vous dire que les pressions disciplinaires… Je voulais juste une question par rapport à la fois au rythme et à l'attention. Je sais que beaucoup d'enseignants ont des difficultés à accepter ou à prendre en compte le fait que les élèves en phase 2 tournent leur caméra. C'est-à-dire que ferment leur caméra pendant le meeting, pendant le meet, pendant le Teams ou la leçon. Et donc, ils ont l'impression que ces élèves-là n'écoutent pas, ne suivent pas, qu'ils ne peuvent pas les contrôler de toute façon, voir ce qu'ils font. On a commencé cette discussion, on a commencé une prise de données un peu pour voir un peu de leur côté, un peu comment eux se sentaient, les élèves. Mais je voulais voir un peu, vous, de votre côté, dans vos recherches, si vous aviez déjà des éléments qui disent oui ou non, ces moments sont importants pour les élèves et n'empêchent pas l'engagement dans l'apprentissage. Ouais, enfin, je ne sais pas répondre intelligemment à votre question. C'est juste quelque chose que je vis personnellement, d'avoir 40 pastilles avec 40 étudiants, et parfois plus, et aucun visage en face de moi. Donc, moi, maintenant, j'exige de mes étudiants qu'ils mettent la caméra au moment où ils posent une question. Je dis, voilà, si vous prenez la parole, au moment où vous prenez la parole, j'ai besoin de voir votre visage. Je ne l'obtiens pas de tous. Mais je crois que ce que vous dites illustre bien le fait que enseigner en présence, ça prend appui sur une interaction qui est à la fois verbale et non verbale. Et qu'en passant à distance, on ne se rend pas compte qu'on perd la composante non verbale et que perdre la composante non verbale, c'est perdre une partie hyper intéressante de l'interaction. Et peut-être, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vous ai proposé le tableau tout à l'heure, c'est de dire que peut-être à distance, les activités d'interaction verbale,
elles peuvent prendre une part moins importante et peut-être qu'à distance, les activités asynchrones peuvent prendre une part plus importante. Et ce que je vous dis est conforme à la littérature sur l'enseignement à distance avant le Covid, hein, où les gens qui, par exemple, au Canada, vous savez qu'il y a énormément de travaux sur l'enseignement à distance et qui avaient bien montré que les plus-values du numérique pour l'apprentissage à distance étaient surtout du côté des activités asynchrones. Et que, vous voyez, c'est un rapport au temps et à la présence qui est peut-être un petit peu différent. Merci beaucoup. Je crois que ça, c'est vraiment une donnée qui peut aider aussi nos écoles, hein, parce qu'on vit une très forte pression des familles qui, quand elles ont leur enfant à distance, qui apprend de la maison, associent uniquement l'activité proposée par l'école autant en présentiel, enfin en synchrone et en visio notamment. Et du coup, les collègues ressentent une très très forte pression, hein, pour avoir une amplitude horaire de visio très importante accordée à l'enfant, quitte à ce que ce soit juste une caméra qui montre l'activité de classe. Et que ce ne soit pas avec toute cette ingénierie pédagogique pour avoir la plus-value. Donc effectivement, je crois qu'on a vraiment besoin de vous entendre aujourd'hui sur ce sujet pour rappeler que voilà, les recherches existent aussi, rappelle que tout ce qui est proposé en asynchrone est très important et va vraiment bien compléter les moments de synchrone qui ont d'autres objectifs. Ouais. Si vous voulez, je vais vous retrouver la ref là, des Canadiens qui avait très très bien montré ça et a montré que les plus-values du numérique, elles sont dans les activités asynchrones. Hein. C'est un résultat clair. Hein. Je vais tâcher de retrouver la ref et je vous l'envoie. Très bien, oui, avec plaisir, on pourra le transmettre à tout le monde. Bah, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Je propose peut-être qu'on ouvre nos micros pour applaudir parce qu'on peut encore le faire, ça, même si on n'est pas... Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous accompagner aussi, hein, je reprécise, c'est-à-dire vous intervenez ici pour nous éclairer sur les travaux de recherche, sur vos travaux de recherche. C'est vraiment très passionnant de savoir que vous travaillez actuellement sur la fatigue cognitive parce que c'est très d'actualité dans toutes nos écoles. Les collègues sont très fatigués sur cette fin de période et cette multimodalité qu'ils expérimentent parce que c'est nécessaire pour la continuité de l'offre pédagogique, c'est nécessaire aussi pour la survie des établissements, hein, c'est une réalité pour les écoles françaises à l'étranger. Et d'être accompagné comme ça par le collectif de chercheurs de Français Plus, bah, c'est vraiment un grand apport. Ça va nous aider aussi à construire l'avenir, à réfléchir à ce que l'on gardera au-delà du contexte de crise sanitaire. Et c'est très important. Donc, merci beaucoup, André. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Et puis, on aura la chance d'avoir la vidéo pour pouvoir la diffuser auprès de nombreux collègues qui n'étaient pas disponibles actuellement. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.